Bon, ben, il est 14h29, alors je vous propose qu'on commence ce deuxième cours. Bonjour à tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler des déformations de la Terre. Et puis mon cours sera suivi d'une conférence sur la rotation de la Terre et des planètes, donnée par ma collègue belge, que je vous présenterai tout à l'heure, qui s'appelle Véronique Dehan et qui va vous dire tout ce qu'on sait sur la rotation de la Terre et des planètes. Juste avant de commencer, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas assez de version papier des slides. Alors je suis désolée, je ne suis pas responsable, mais je vais demander au collège qui, d'abord, pour les prochains cours, qu'ils fassent davantage de tirages. Je ne sais pas quelle est la capacité de la salle, donc je ne sais pas si une centaine ou 150 serait nécessaire. Et puis pour ceux qui sont intéressés à avoir les versions papier des diapositives des précédents cours, eh bien, faites-le moi savoir et je demanderai de faire qu'on refasse quelques tirages. Voilà, je pense peut-être une cinquantaine de plus, si certains sont intéressés. Bon, on arrangera ça la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai parlé du champ de gravité de la Terre. Aujourd'hui, on va parler des déformations de la Terre telles qu'on peut les mesurer avec les techniques de la géodésie spatiale. Alors ces déformations, je les ai listées ici, elles sont très nombreuses. Il y a des déformations périodiques, comme par exemple celles dues aux marées terrestres, les marées du globe solide, qui sont dues, comme pour les marées de l'océan, à l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil, donc qui créent des déformations périodiques du globe terrestre. Il y a des variations séculaires dont on a ici un exemple et dont je parlerai à la fin de cet exposé, qui est la variation de l'aplatissement de la Terre. On a vu la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que la Terre n'est pas ronde, elle est bosselée, mais elle est surtout aplatie à cause de sa rotation. Et on va voir qu'il y a des phénomènes dans le système Terre qui font que cet aplatissement varie. Et on le mesure. On va voir, on le mesure avec les satellites. Il y a des mouvements horizontaux de la croûte terrestre qui sont liés à la tectonique des plaques, dont on va parler tout à l'heure, et des déformations dans les zones sismiques actives qui sont les zones qui correspondent aux frontières de plaques. Et là aussi, on va voir que les techniques spatiales nous informent de façon extrêmement importante sur ces déformations, qui sont les zones sismiques de la planète, et donc on a besoin de connaître ces déformations. Et enfin, le globe solide subit des mouvements verticaux. Alors ils sont extrêmement variés. Probablement dans ma liste ici, ma liste est sans doute pas complète. Il y a des variations liées à la charge de l'air, les masses d'air dans l'atmosphère, l'hydrologie continentale. D'autres phénomènes créent des déformations périodiques ou sur des échelles de temps plus longues que la saison de la croûte terrestre. Il y a des déformations brusques liées au séisme, des déformations brusques aussi ou sur des échelles de temps de quelques jours à quelques années liées au volcanisme. Il y a ce phénomène, un phénomène dont je vais pas mal parler, qui est le phénomène de rebond post-glaciaire, qui est la déformation à long terme de la Terre, du manteau et de la croûte terrestre, suite à la déglaciation qui a suivi le dernier maximum glaciaire. Et enfin, il y a des déformations très locales, liées par exemple au pompage de l'eau et du pétrole, mais liées aussi aux variations de charge des sédiments dans les deltas des grands fleuves, etc. Donc il y a toute une foule de déformations, de mouvements qui se manifestent selon la verticale, selon l'horizontale, sur des échelles de temps et d'espace extraordinairement variées. Et depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, maintenant, on mesure ces déformations grâce aux satellites. Alors juste là, pour vous donner une idée des ordres de grandeur, les marées terrestres, quand je dis marées terrestres, c'est donc bien les déformations du globe solide, c'est quelques dizaines de centimètres.
Les variations de charge liées au poids de l'air ou au poids de l'eau, ou bien les marées océaniques qui induisent aussi des déformations dans les régions côtières de la croûte terrestre, induisent des déformations de quelques centimètres. Ce phénomène de rebond post-glaciaire qui est vu aujourd'hui comme un phénomène séculaire, puisqu'il agit sur des échelles de temps de 10-20 000 ans, donc c'est des variations, des déformations de l'ordre du centimètre par an. La tectonique, les mouvements horizontaux des plaques, c'est aussi quelques centimètres par an. Et puis, il y a quelque chose que j'ai oublié dans ma liste précédente, c'est le centre de masse de la Terre qui aussi bouge. On verra des exemples. Et là, les variations, l'amplitude des variations qui sont saisonnières, interannuelles, c'est de l'ordre de quelques millimètres. Alors, comment est-ce qu'on mesure ces déformations ? Je ne sais pas si tous les présents aujourd'hui étaient là la dernière fois, mais j'ai parlé des techniques de poursuite des satellites artificiels, comme la télémétrie laser, donc la mesure de la distance entre une station laser sur la Terre et le satellite, des techniques radioélectriques qui permettent de mesurer la vitesse relative du satellite par rapport à des stations sur la Terre, d'autres techniques radioélectriques comme l'utilisation des satellites GPS qui permettent aussi de mesurer l'orbite des satellites, mais qui permettent, vous le savez bien, puisqu'on en parle beaucoup, de positionner des points à la surface de la Terre. Donc toutes ces techniques-là, sur lesquelles je vais revenir un petit peu maintenant, permettent de mesurer les positions et les vitesses des satellites, mais aussi, par exactement le même mécanisme, donc le calcul, ce qu'on appelle le calcul d'orbite, de mesurer les positions et les vitesses des stations sur la Terre. Alors il y a d'autres techniques dont je ne vais pas parler aujourd'hui, une technique en particulier qui est l'interférométrie radar, qui permet aussi de mesurer les déformations de la croûte terrestre, mais comme je ne pouvais pas parler de tout aujourd'hui, j'en parlerai dans un prochain cours, dans le 5e cours, c'est-à-dire le jour où j'aborderai l'utilisation de l'imagerie spatiale pour la gestion des catastrophes naturelles. Et je parlerai à cette occasion-là de la technique interférométrie radar qui est aussi très utilisée pour mesurer les déformations de la croûte terrestre. Aujourd'hui, je vais me borner à montrer qu'on peut mesurer les vitesses, les positions et les vitesses des stations et donc mesurer les déformations que j'ai listées tout à l'heure. Alors là, juste pour vous montrer la distribution de ces réseaux de stations de poursuite, c'est comme ça qu'on les appelle, à la surface de la Terre. Ici, il s'agit des stations de télémétrie laser. Là, c'est l'état en 2011. Bon, en 2013, ça n'a pas beaucoup changé. Vous voyez que la majorité sont situées dans l'hémisphère nord, avec quelques stations dans l'hémisphère sud. Et cette technique a été développée dès la fin des années 60, début des années 70, pour la poursuite des satellites géodésiques en particulier, eh bien, a surtout été appliquée, mais pas que d'ailleurs, sur les satellites passifs dont j'ai parlé la dernière fois, comme les satellites Starlet et Stella, développés par la France, recouverts de réflecteurs laser, ou ici on a l'exemple du satellite américain, la GEOS, lui-même aussi recouvert de plusieurs dizaines, centaines de réflecteurs laser. Donc ici, on a la distribution du réseau de poursuite. GPS aujourd'hui est très utilisé dans le grand public pour localiser de manière pas très précise, mais disons à 1 mètre près des points à la surface de la Terre. Mais c'est aussi utilisé en géodésie, et dans ce cas-là, on utilise des réseaux, on utilise deux types de réseaux. Un réseau permanent de stations qui sont en place sur de longues périodes de temps, plus de 20 ans maintenant ou un peu plus, et puis des réseaux mobiles qui peuvent être constitués de plusieurs centaines de récepteurs et qui vont être mis en place pendant des périodes temporaires pour aller mesurer des déformations, par exemple des déformations une frontière de plaque. Mais là, ici, ce que vous voyez ici, c'est la distribution du réseau permanent de récepteurs GPS, donc toujours la situation ici en 2011.
Donc GPS, vous connaissez tous, c'est ce système développé par les militaires américains qui est aujourd'hui utilisé pour des applications civiles, constitué de 24 satellites qui orbitent en permanence autour de la Terre. Et donc, ce système est utilisé pour la géodésie précise, pour le positionnement précis de points à la surface de la Terre. Alors ça, c'est GPS, et puis vous savez que l'Europe est en train de développer un système similaire qui s'appelle Galileo. Il y a aujourd'hui 4 satellites qui sont en orbite, et dans les prochaines années, cette constellation sera complétée par le lancement de nouveaux satellites. Et de ce que j'ai compris, les premiers résultats de ce système Galileo sont tout à fait encourageants et aussi performants que les performances du système GPS. Alors il y a un autre système qui s'appelle DORIS, qui a été développé par la France au début des années 90 et qui, à l'inverse de ce que je n'ai pas dit, excusez-moi, je reviens en arrière. GPS, c'est un système qu'on appelle descendant, c'est-à-dire que ce sont les satellites GPS ou Galileo qui émettent des signaux radioélectriques vers des stations à la surface de la Terre et par analyse de ce signal, soit en mesurant le temps de transit ou la phase du signal, eh bien, on peut mesurer la position et donc après le déplacement de la station. DORIS, c'est un système inverse, c'est-à-dire qu'on a un réseau de stations à la surface de la Terre, on le voit ici, il y a à peu près 56 stations permanentes, donc avec une distribution qui est très homogène, comme vous le voyez, le système a bénéficié du fait que d'abord la France est implantée dans beaucoup de régions outre-mer. Donc on a des stations, par exemple ici à Tahiti, à La Réunion et dans plein d'autres endroits. Et puis il y a eu des négociations avec un certain nombre de pays de manière à implanter des stations un peu partout dans le monde, de manière à avoir une couverture la plus homogène possible. Ces stations, comme c'est schématisé ici, émettent des signaux radioélectriques vers le satellite. Alors, lorsque le satellite va survoler une station, il va recevoir ce signal, c'est aussi des signaux radioélectriques, et qui va convertir en vitesse relative du satellite par rapport à la surface de la Terre. Et les mesures collectées par le satellite lorsqu'il survole toutes ces stations sont utilisées pour à la fois calculer de façon très précise l'orbite du satellite et en retour calculer la position de la station à la surface de la Terre, la position et la vitesse. Alors là, juste pour vous montrer à quoi ressemble une antenne, ici c'est une station DORIS en Antarctique qui a été implantée sur un pilier, et l'antenne, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ici à côté, on réalise des mesures météorologiques parce que le signal, je ne rentre pas dans les détails du traitement de ces mesures, mais tous les signaux, qu'il s'agisse de la télémétrie laser, des signaux GPS, ou des signaux DORIS ont besoin d'être corrigés de leur traversée à travers l'atmosphère, l'ionosphère éventuellement, mais surtout l'atmosphère, et on a besoin de connaître un certain nombre de paramètres météorologiques comme la pression, la vitesse du vent, le contenu en vapeur d'eau, etc. Ça, c'est donc juste un exemple pour vous montrer à quoi ressemble une station DORIS. Et ça, c'est une autre station implantée plutôt dans une région tropicale. Je ne sais pas exactement à quel site correspond cette antenne que vous voyez ici, qui est donc ce mât blanc qui doit mesurer quelque chose comme 1 mètre de hauteur ou un petit peu moins. Voilà. Alors, ce système DORIS a été développé pour calculer de façon très précise l'orbite des satellites altimétriques, dont j'ai parlé un petit peu la dernière fois, mais dont je vais surtout parler dans les prochains cours. Ces satellites altimétriques qui ont été développés, notamment par la France en collaboration avec les Américains, pour étudier les océans, pour étudier la dynamique de l'océan et mesurer la hausse du niveau des mers en réponse au réchauffement climatique.
un des succès de ces missions altimétriques, c'était la très grande précision avec laquelle on peut calculer la position du satellite sur son orbite, dans l'espace. Donc, aujourd'hui, cette position, elle est mesurée, elle est estimée à 1 ou 2 cm près. Et c'est en grande partie grâce à ce système DORIS qui a été donc développé par la France au début des années 90 et qui ensuite a été placé à bord de toute une série de satellites, toute la série des satellites altimétriques auxquels la France a collaboré, mais aussi d'autres satellites développés par l'Agence spatiale européenne, ou d'autres satellites développés par d'autres agences. Alors, en principe, en géodésie spatiale, c'est ces 3 techniques qu'on utilise. La télémétrie laser, GPS et le système DORIS. Mais pour le positionnement, on utilise aussi une technique qui ne fait pas appel à des satellites, dont ma collègue Véronique Dehan va vous reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais je voudrais la mentionner parce que grâce à cette technique-là, on peut aussi mesurer de façon extrêmement précise la position de radiotélescopes à la surface de la Terre et leur déplacement à la surface de la Terre. Ces radiotélescopes, cette technique-là a été développée par les astronomes il y a plusieurs décennies et depuis à peu près 30 ans, 30-20 ans, je ne sais plus, est utilisée par les géodésiens parce que les signaux qui sont reçus de sources extrêmement lointaines, souvent des quasars, donc des sources extragalactiques, sont reçus entre 2 stations séparées de plusieurs milliers de kilomètres avec un certain retard. Et de l'analyse du retard de ces signaux, eh bien, on peut en déduire la distance entre les stations et l'orientation de la Terre par rapport à cette source qui est située en dehors de la Terre, en dehors de la galaxie même. Et donc ça, c'est un moyen, mais Véronique vous en reparlera, de mesurer la rotation de la Terre dans l'espace. Donc j'en parle parce que c'est une technique qui est utilisée aussi pour mesurer les déformations de la Terre. Et voilà l'implantation des stations VLBI, enfin bon, je ne sais pas si on parle en français ou en anglais, en 2011. Donc quand je dis en 2011, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, beaucoup de ces stations sont colocalisées, c'est-à-dire que, par exemple, ici, on a sur cette carte l'implantation des stations DORIS. Ce sont tous les cercles que vous voyez ici. Et la couleur associée à chacun des cercles représente une colocalisation avec une autre technique. Par exemple, quand c'est vert, on a au même site une station DORIS et une station GPS. Et ça, c'est très important parce que chaque technique a ses propres erreurs systématiques. Et le fait d'avoir de pouvoir mesurer de façon indépendante les positions et les vitesses des stations avec des systèmes différents, indépendants, eh bien, ça permet de faire des validations croisées et de détecter des erreurs systématiques propres à chaque système. Le système peut être très précis, mais son exactitude peut être très, très mauvaise. Et le fait d'avoir en un site plusieurs techniques, eh bien, c'est très très important pour s'assurer de l'exactitude de ces mesures de positionnement. Alors, on voit que même, d'ailleurs ça se verra mieux sur la diapositive suivante, que dans certaines stations, surtout en Amérique du Nord et en Europe, on a des sites avec toutes les techniques, le VLBI, le GPS, DORIS et la télémétrie laser. Et ce sont des sites de référence extrêmement importants pour valider les résultats du positionnement. Alors, juste vous donner un ordre de grandeur. Il y a 30 ans, on mesurait la position de points à la surface de la Terre, 40 ans, avec une précision de plusieurs dizaines de mètres. De l'ordre de 30 mètres il y a 40 ans. Bon, la pression s'est améliorée au fil du temps en raison de plusieurs choses. L'amélioration des techniques, d'une part, mais aussi, comme dans la plupart dans les approches qu'on utilise en géodésie spatiale, on a besoin de connaître de façon très précise la position du satellite sur son orbite. Et comme on l'a vu la dernière fois, un des freins à la précision à la connaissance de la précise de la position du satellite sur son orbite, c'était la méconnaissance de la gravité de la Terre.
Or, on a vu l'amélioration au fil des décennies de la connaissance du champ de gravité, en particulier depuis 2009, un saut spectaculaire avec le satellite Gauss. Eh bien, tout ça, l'amélioration des forces qui agissent sur le satellite, la connaissance des forces qui agissent sur le satellite, l'amélioration de la technologie, plus des méthodes de traitement des mesures, ont fait qu'aujourd'hui, on sait positionner des points à la surface de la Terre avec ces techniques de géodésie spatiale à quelques millimètres près, voire dans certains cas à 1 millimètre près. Et les vitesses de déplacement horizontales ou verticales sont aujourd'hui connues avec une précision meilleure que le millimètre par an. Donc, grâce à ça, on peut maintenant aller étudier les déformations auxquelles la Terre est soumise. Donc, j'ai listé ça tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais vous donner un certain nombre d'exemples, en commençant par les mouvements horizontaux, c'est-à-dire ceux liés à la tectonique des plaques. Comme vous le savez, l'enveloppe externe de la Terre est constituée de plaques qu'on appelle lithosphériques, la lithosphère, qui a une épaisseur de l'ordre de 100 km, un petit peu moins à peu près 100 km en zone océanique, en ce qui concerne la lithosphère océanique, un petit peu plus sur les continents, pour la lithosphère continentale. Ces plaques, grossièrement, il y a une quinzaine de plaques à la surface de la Terre, et elles se déplacent relativement les unes par rapport aux autres, en restant toujours, bien sûr, sur la sphère terrestre. Et le moteur du déplacement des plaques, vous le savez, on l'a évoqué la dernière fois, et puis je pense que Barbara Romanovich, dans son cours, en parle aussi, c'est le phénomène de convection du manteau. Alors, les mouvements relatifs des plaques à la surface de la Terre, jusqu'à récemment, étaient déterminés au moyen de mesures géologiques, principalement les vitesses d'expansion de la lithosphère au niveau des dorsales océaniques, via l'analyse des anomalies magnétiques symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. Et ces mesures géologiques sont représentatives des 2-3 derniers millions d'années. Alors, aujourd'hui, avec la géodésie spatiale, puisqu'on est capable de mesurer les vitesses des stations, on peut donc mesurer les mouvements actuels des plaques tectoniques. Donc, juste pour vous montrer, alors je ne sais pas si vous voyez de manière très claire, ici on a représenté le réseau des stations géodésiques sur les plaques tectoniques. Alors les couleurs représentent la position des stations selon qu'elles sont situées à la frontière des plaques, c'est les points rouges ici, ou bien à l'intérieur des plaques, c'est les points verts. Donc, dans un premier temps, si on veut mesurer les mouvements horizontaux des plaques tectoniques, eh bien, on va considérer les mouvements uniquement des stations qui sont situées loin des frontières, là où les déformations liées au séisme et enfin, toute la tectonique active qui affecte les frontières de plaques ne sont pas importantes. Et grâce, en mesurant sur des échelles de temps assez longues, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, on va avoir accès au mouvement actuel des plaques tectoniques. Alors depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il y a eu plusieurs générations de modèles des mouvements actuels des plaques. Alors là, c'est juste une illustration d'une des premières solutions. Et je vous montre aussi celle-ci, qui est basée sur la mesure des déplacements horizontaux des stations du système Doris. Donc il s'agit vraiment des mouvements horizontaux ici. En rouge, on a les directions des mouvements calculées grâce au système Doris. Et en noir, les directions des mouvements basées sur un modèle géologique, un modèle très fameux qui s'appelle Newell 1. Et les premiers résultats, il y a une quinzaine d'années, basés soit sur Doris, soit sur le mouvement des stations de télémétrie laser, ont montré que les vitesses actuelles des plaques étaient en parfait accord avec les vitesses géologiques représentatives des 2-3 derniers millions d'années. Alors, quand je dis les premières conclusions, à cette époque-là, il y a 10-15 ans, c'était que, en fait,
on avait une confirmation de la théorie de la tectonique des plaques, c'est-à-dire que les plaques sont bien rigides, qu'elles se déplacent à vitesse constante, et on peut utiliser ce cadre de la tectonique des plaques pour étudier les déformations aux frontières. Sauf que, depuis récemment, ces dernières années, grâce à des mesures beaucoup plus précises des mouvements des stations, eh bien, on a découvert, ça c'est des publications très récentes, 2011-2012, on a découvert que globalement, les mouvements actuels des plaques sont plus faibles que ces mouvements géologiques des 2-3 derniers millions d'années. Ça veut dire que globalement, on voit un ralentissement du mouvement des plaques, particulièrement marqué pour quelques plaques. Par exemple, ici, la plaque Nubie. Nubie, en fait, c'est la plaque Afrique, qui jusqu'à récemment comprenait aussi la plaque Somalie, mais les géophysiciens ont séparé ces deux plaques, cette plaque Afrique en deux, la plaque Nubie et la plaque Somalie. Donc on a constaté, grâce à ces solutions très récentes du mouvement des plaques par la géodésie spatiale, que la plaque Nubie a ralenti d'à peu près 30%. Aujourd'hui, étant ralenti d'à peu près 30% par rapport à ses mouvements moyens des 3 derniers millions d'années. La plaque arabe aussi, et la plaque indienne. Et puis également, la plaque Nazca, ici, montre un ralentissement. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas exactement la cause de ce ralentissement. On pense bien sûr que c'est lié à un réaménagement du mouvement des plaques et que ça a un lien avec le moteur, la convection du manteau sous-jacente, qui est la cause du mouvement des plaques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'explication extrêmement claire sur ce ralentissement. Mais c'est un exemple qui illustre bien le fait qu'au fur et à mesure que la précision de mesure augmente, eh bien, on découvre des nouveaux phénomènes. Alors, on utilise aussi beaucoup, depuis une vingtaine d'années, les mouvements des stations géodésiques pour étudier la déformation des plaques continentales. Donc, malgré ce ralentissement dont je parle, les résultats du mouvement actuel des plaques ne remettent pas en question les grandes hypothèses, c'est-à-dire à savoir que les plaques sont globalement rigides, même si elles ne se déplacent pas à vitesse exactement constante. Mais on dit que les plaques sont globalement rigides, mais en réalité, grâce à la géodésie spatiale, on a découvert qu'à l'intérieur des plaques, il y a des déformations. Alors, à grande échelle, les déformations ne sont pas très importantes, elles ne dépassent pas 1 à 2 mm par an. Mais dans certaines régions, et en particulier, là, on a l'exemple du plateau tibétain et de l'est de la Chine, eh bien, à l'intérieur de cette région appartient à la plaque Eurasie. Eh bien, il y a des déformations très importantes qui ont été mises en évidence. Toutes les petites flèches ici représentent des mouvements basés sur des mesures avec des stations GPS. Et on voit très bien ce déplacement vers l'Asie du Sud-Est de cette partie du plateau tibétain et de l'est de la Chine. Donc ça permet de... En fait, ces mesures de géodésie spatiale à l'intérieur des plaques ont permis de mettre en évidence des déformations des plaques. Et puis, en fait, ça a montré que les plaques sont en fait constituées de blocs qui se déforment qui bougent les uns par rapport aux autres. Ça, c'est juste une illustration. Là, je ne vous montre pas de manière exhaustive. Il y a eu des dizaines, des centaines d'études dans différentes régions du monde. Là, c'est juste un exemple pour illustrer l'apport de ces techniques. Et là, un autre exemple, donc toujours l'étude des déformations à l'intérieur des continents. Si on a le champ de vitesse, au moins dans certaines parties de la plaque, grâce par exemple aux mesures GPS, eh bien, on peut, connaissant la rhéologie, en faisant des hypothèses sur la rhéologie de la lithosphère, la rhéologie c'est le comportement mécanique, c'est-à-dire élastique, viscoélastique des matériaux qui constituent la lithosphère, eh bien, on peut avoir accès aux forces qui créent ces déformations, puisque force plus rhéologie égale champ de vitesse ou inversement. Donc il y a beaucoup d'études qui sont menées dans ce sens-là aujourd'hui. Et puis, il y a énormément d'études qui utilisent aussi la géodésie spatiale pour étudier les déformations aux frontières des plaques. Alors,
on a vu ces grandes plaques, une quinzaine à la surface de la Terre, dont les frontières coïncident avec la carte de la sismicité mondiale. On le sait, enfin, c'est des choses qui sont bien connues. Mais l'apport de la géodésie spatiale, c'est de compléter les informations qui sont données par les études des mécanismes au foyer lorsqu'il y a des séismes, parce que la sismologie n'informe pas sur toute la déformation. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer là dans beaucoup de détails, vous aurez une conférence d'un collègue français mais établi aux États-Unis qui s'appelle Jean-Bernard Mester, le 13 mai, qui est un sismologue géodésien et qui donnera une conférence suite à mon cours sur les déformations aux frontières des plaques, avec différents exemples, notamment en Californie, mais dans d'autres régions du monde. Donc là, c'est juste pour évoquer le fait que, en étudiant les mouvements des stations aux frontières des plaques, qui sont les points qui sont indiqués en rouge ici, eh bien, on peut mieux connaître ces déformations et comme ce sont les zones qui sont les zones sismiques actives de la planète, contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes qui donnent lieu à des tremblements de terre. Alors là, juste un exemple très rapide de ces déformations aux frontières basées toujours sur le système GPS. Ce sont toutes les flèches rouges que vous voyez ici, ou jaunes. Alors ici, les flèches jaunes représentent les mouvements mesurés par GPS en Espagne et en Europe occidentale, en France, au Royaume-Uni, etc. La couleur jaune veut dire que les mouvements, les déplacements sont inférieurs à 0,5 mm par an, très petits. Ça n'empêche pas les séismes, puisque je crois qu'il y en a eu un hier dans les Alpes d'ailleurs. Mais les régions qui se déforment le plus, ce sont toutes celles qui sont montrées en rouge ici, donc en Méditerranée orientale et le long de la faille anatolienne, dont on a, vous voyez un zoom ici. Et donc ici, c'est de nouveau, toutes ces flèches rouges sont des mesures de déformation, de vitesse, de déplacement horizontal. Vous voyez l'amplitude ici, la longueur de la flèche représente 2 cm par an. Bon, cette région, globalement, est en train de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, on a ici une carte de la cinématique telle qu'elle a pu être déduite de ces mesures de vitesse de déformation à partir du GPS. Ici, il y a un très fort coulissement dans cette région le long de la faille anatolienne qui a atteint 25 mm par an. Ici, une zone de convergence dont la vitesse atteint 35 mm par an. Et comme vous le savez, c'est une des régions les plus sismiques du monde, avec des séismes très destructeurs, en particulier le long de la faille anatolienne, avec plusieurs séismes de magnitude 7 qui sont marqués par les flèches jaunes. Voilà, alors vous en saurez plus sur ces déformations aux frontières des plaques le 13 mai grâce à la conférence de Jean-Bernard Mester. Alors maintenant, je vais aborder d'autres exemples de mouvements tels qu'on peut les mesurer par la géodésie spatiale et en particulier des mouvements verticaux. Alors un exemple de mouvement lié à la tectonique, lié au séisme là aussi. Ici, le 27 février 2010, dans la région de Santiago du Chili, il y a eu un très fort tremblement de terre qui a donné lieu à des déformations à la fois horizontales et verticales de la croûte terrestre. Et dans cette région, il y a une station laser à la ville de Concepción qui a enregistré ce mouvement, et une station DORIS à Santiago du Chili qui a aussi enregistré ce mouvement. Et on a ici un exemple. On voit le déplacement c'est la composante horizontale de la station DORIS à Santiago du Chili qui, depuis 2002, a montré une dérive positive lente, sans doute une déformation lente avant la rupture, qui a eu lieu donc, le 27 février 2010, et au moment de la rupture, au moment du séisme, un décrochement, alors ce n'est pas vers le bas là parce que c'est la composante horizontale, mais une discontinuité très importante de l'ordre de 25 cm que l'on voit très bien enregistrée par la station DORIS.
Alors ça apporte une contribution à la connaissance des mouvements cosismiques et c'est aussi des informations très utilisées par les sismologues. Un autre exemple, c'est une déformation volcanique ici, sur l'île de Socorro, qui est une île qui est située au large du Mexique, sur laquelle a été implantée une station Doris depuis le début des années 90. Et ici, on a les petits points rouges que vous voyez représentent l'altitude de la station au cours du temps. Et on voit qu'entre début 93 et 1995, eh bien, il y a eu une subsidence de la station d'à peu près 30 cm, c'est énorme. Et on a compris après que cette subsidence était la relaxation du volcan suite à une éruption volcanique qui a eu lieu début 93. Donc ça, c'est aussi un exemple assez spectaculaire. Et il y a beaucoup d'exemples partout dans le monde sur ce type de mouvement, soit brusque, soit sur des durées relativement courtes. Alors il y a un autre phénomène de déformation qui affecte la planète et qui a plein d'implications sur toute une série de mesures, de systèmes de mesures, c'est le phénomène de rebond post-glaciaire. Alors vous savez que depuis le début du Quaternaire, notre planète connaît une succession de climats glaciaires interglaciaires, donc des épisodes chauds, des épisodes froids, qui se sont succédés à des intervalles d'à peu près 100 000 ans. Et le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 20 000 ans, et aujourd'hui, on est dans une situation interglaciaire, bon, ça tout le monde le sait. Alors, en période glaciaire, l'eau des océans s'évapore et vient s'accumuler sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord, et au moment d'un maximum glaciaire, il y a plusieurs kilomètres de glace qui s'accumulent sur l'hémisphère nord, en particulier sur le nord du Canada, la Scandinavie et la Sibérie. Alors cette eau, elle est empruntée à l'océan, puisque l'eau totale de la planète est constante, et au moment d'un maximum glaciaire, le niveau de la mer est plus bas qu'aujourd'hui de plus de 100 mètres. Bon, au dernier maximum glaciaire, le niveau de la mer était plus bas qu'il n'est aujourd'hui, à peu près 130 mètres. Et puis quand la calotte fond, eh bien, le niveau de la mer remonte. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le niveau de la mer, j'en parlerai la prochaine fois. D'abord, là, cette diapositive vient juste illustrer la cause. La cause est bien connue, c'est une cause naturelle, la cause de ces glaciations. Et c'est lié aux variations d'insolation, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire qui est reçue par unité de surface de la Terre dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord en été, en raison des variations de l'orbite de la Terre, en particulier de l'excentricité de l'orbite de la Terre et de l'obliquité de l'axe, ces variations étant elles-mêmes générées par l'attraction gravitationnelle des autres planètes, du Soleil et des autres planètes. Et donc, revenons maintenant à une des conséquences de ces glaciations, c'est que si la Terre était complètement rigide, eh bien, lorsque la calotte polaire s'accumule à la surface, elle ne se déforme pas. Mais en réalité, vous savez que la Terre est élastique et le manteau est visqueux, donc elle se déforme. La croûte terrestre se déforme de manière élastique, et le manteau étant visqueux, eh bien, la matière, au moment où la calotte se forme et atteint son maximum, eh bien, dans les régions polaires, le matériau mantélique va se déplacer des régions polaires vers les régions équatoriales. Et puis quand la calotte fond, comme c'est le cas, ça a commencé il y a 20 000 ans, et ce phénomène de fonte de la calotte a duré jusqu'à peu près moins 6 000 ans, eh bien, le matériau mantélique va de nouveau se déplacer des régions équatoriales de la Terre vers les régions polaires. Et ça a pour conséquence de soulever la surface terrestre dans les régions polaires, et c'est ça qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Alors, jusqu'à récemment, ce phénomène de rebond post-glaciaire était modélisé de façon théorique
en connaissant, en faisant des hypothèses, enfin, en faisant des hypothèses basées quand même sur des observations paléoclimatiques, sur l'histoire de la déglaciation, plus des hypothèses sur la viscosité du manteau. Alors, les seules observations qui, jusqu'à présent, ont pu être utilisées pour établir ces modèles de repompeuse glaciaire sont des mesures de paléo-niveau de la mer, c'est-à-dire des variations relatives de la mer par rapport à la côte, par rapport à la croûte terrestre, dans un certain nombre de régions du monde, donc sur les derniers, on va dire, sur les derniers 20 000 ans. Alors, c'est pour ça que je les appelle des paléo-niveau de la mer. Les observations qui sont utilisées, sans rentrer dans les détails, ce sont des observations géologiques, des observations d'anciennes lignes de rivage ou des observations géochimiques sur les coraux fossiles. Mais donc elles ont permis d'établir les grandes variations du niveau de la mer depuis 20 000 ans relativement à la croûte terrestre, et ça a permis de contraindre les modèles de repompeuse glaciaire et d'établir, de donner des informations sur la viscosité du manteau. Alors, juste pour vous montrer les variations du niveau de la mer, du paléo-niveau de la mer relatif, durant la déglaciation, donc typiquement entre moins 20 000 ans et moins 6 000 ans, selon la position du rivage. Alors, s'il s'agit d'un rivage très proche de la position de l'ancienne calotte, donc par exemple en Scandinavie ou le long des côtes du Canada, eh bien, durant la déglaciation, le niveau de la mer que l'on va mesurer, j'insiste bien, relativement à la croûte terrestre, va montrer une diminution. Et ça vient simplement du fait que dans ces régions, la croûte se soulève. Donc le niveau, que je ne peux pas appeler apparent parce que c'est une vraie variation, mais ce niveau qui n'a rien à voir avec le climat, qui est essentiellement dû au mouvement de la croûte, eh bien, présente une subsidence, une variation négative. En revanche, dans des régions situées à quelques milliers de kilomètres, eh bien, le niveau de la mer relative va montrer des variations de ce type-là. Et dans les sites très éloignés, par exemple dans les régions tropicales, très éloignés des pôles, des anciennes calottes, eh bien, on va avoir aussi une croissance jusqu'à à peu près moins 6 000 ans, et puis bon, des comportements qui sont différents suivant les régions du monde. Et donc, en comparant la modélisation de ce niveau de la mer relatif avec un modèle de repompeuse glaciaire et donc certaines hypothèses de la viscosité du manteau, avec ces observations, les géophysiciens, depuis une vingtaine d'années, ont pu établir des profils de viscosité du manteau. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces profils sont en excellent accord avec ceux dont j'ai parlé la dernière fois et qui sont basés sur l'analyse combinée des anomalies du géoïde à grande longueur d'onde et de la tomographie sismique. Alors aujourd'hui, on peut mesurer ce phénomène de soulèvement de la croûte terrestre directement grâce à la géodésie spatiale. Donc voilà ce qu'un modèle prédit en Scandinavie. Donc un soulèvement de l'ordre de 1 cm par an, ici, dans cette région. Et voilà ce que observe la géodésie spatiale, en particulier toujours le système GPS. Alors, le système GPS, je l'ai dit très brièvement au début, il a l'avantage d'utiliser des stations de réception extrêmement légères et pas très chères, et donc on peut implanter des réseaux très denses dans différentes régions du monde pour étudier un certain nombre de phénomènes, dont par exemple ici le repompeuse glaciaire, et toutes les flèches, ici la position de chacune des flèches représente la position d'une antenne de réception GPS. Donc on voit ici les vitesses verticales donc, qui montrent bien ce soulèvement. Ici c'est plus en Scandinavie, mais c'est en Amérique du Nord, au nord du Canada, autour de la baie d'Hudson. Donc soulèvement de l'ordre compris entre 5 mm par an et 10 mm par an. Alors ce phénomène de repompeuse glaciaire, il a plein d'autres conséquences. Il va affecter aussi des mesures, un système de mesure qui est la marégraphie, et
système de mesure qui est utilisé, qui était utilisé avant les satellites altimétriques pour mesurer le niveau de la mer, mais qui est toujours utilisé d'ailleurs aussi aujourd'hui, pour plein d'autres raisons, dont je vous parlerai la prochaine fois. Donc ici, on a un exemple d'un marégraphe. Donc un marégraphe, ça mesure la variation relative de la mer, du niveau de la mer, par rapport à la croûte terrestre, puisque le marégraphe est attaché à la croûte. Donc, comme on voit illustré sur cette figure, ici c'est le marégraphe du Conquet. Et aujourd'hui, plusieurs milliers de marégraphes sont installés le long des côtes continentales ou sur les îles pour plein d'applications. Bon, mesurer la hausse du niveau des mers, mais aussi les marées océaniques, la dynamique de l'océan, les tsunamis, enfin tout un tas d'applications. Alors, le marégraphe, lui, je l'ai dit, il mesure la variation relative de la mer par rapport à la croûte. Et dans les régions nordiques, qu'est-ce qu'il voit? Il voit essentiellement le soulèvement de la croûte. Et vous avez ici des exemples d'enregistrements marégraphiques depuis 1880 jusqu'à 2010 en Suède, le long de la côte de la mer Baltique. Et si vous regardez les trois premières séries, ici, de niveau de la mer relatif, eh bien vous voyez que la mer baisse, mais en réalité, ce n'est pas la mer qui baisse, c'est la croûte qui se soulève. Ici, un autre exemple, c'est le marégraphe de Stockholm, un des plus longs enregistrements marégraphiques disponibles aujourd'hui, qui a commencé à fonctionner en 1770, c'est un des plus anciens, et on voit très bien cette décroissance donc, qui reflète le phénomène de rebond post-glaciaire. Donc si on veut utiliser ces données marégraphiques pour détecter le signal de niveau de la mer lié au réchauffement climatique, eh bien, il faut absolument corriger de ce phénomène de rebond post-glaciaire. Il y a un autre effet, ce phénomène de rebond post-glaciaire affecte aussi une autre composante de la planète, qui est la rotation de la Terre, dont va vous parler Véronique. Là, donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. La rotation de la Terre, c'est à la fois des variations de la vitesse de rotation diurne, et puis des mouvements de l'axe de rotation de la Terre autour de l'axe d'inertie, ou plus exactement autour d'un point commun fixe sur la Terre, d'un point fixe sur la Terre. Alors, l'axe du pôle décrit à la surface, mais Véronique va en parler, une sorte de spirale qui est due à deux composantes principales, un mouvement, une oscillation saisonnière et un mouvement de période 14 mois qu'on appelle l'oscillation de Chandler. Elle vous dira à quoi c'est dû. Mais superposées à cette oscillation, les mesures réalisées depuis à peu près un siècle, mais donc au départ essentiellement basées sur des observations astronomiques, aujourd'hui basées sur des observations géodésiques, des mesures de géodésie spatiale, eh bien, ont montré que le pôle dérive dans une certaine direction vers le Canada, c'est-à-dire vers la grande calotte atlantique qui recouvrait l'Amérique du Nord il y a 20 000 ans. Et cette dérive du pôle, elle a été interprétée comme la signature du rebond post-glaciaire via une variation des moments d'inertie de la Terre, donc du pôle d'inertie. Parce que le pôle de rotation et le pôle d'inertie sont décalés, mais toujours proches l'un de l'autre. Et s'il y a une variation de l'inertie de la Terre, eh bien, le pôle de rotation va aussi suivre la variation du pôle d'inertie. Bon, maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples de déformation. Le poids de l'air, de l'atmosphère et de l'eau, des océans par exemple, ou de l'eau contenue dans les bassins hydrographiques sur les continents, eh bien, déforment aussi la croûte terrestre qui est élastique. Donc je vais passer celle-là, parce que je vois que le temps, j'ai plus beaucoup de temps. Et ici, on a un exemple qui vous montre à partir de 2001, donc ici on a une année, une série d'années successives, bon, le temps exprimé en jours ici, depuis 2001. En bleu, vous avez la variation saisonnière de la vitesse verticale, de la déformation verticale d'une station GPS, ici située à côté de Berlin, en Allemagne,
Donc, et en vert, la déformation calculée à partir des données de pression atmosphérique. Donc ici, c'est le poids de l'air qui déforme de manière périodique la surface terrestre, et ces déformations atteignent, comme vous le voyez, 1 cm par an. Donc et on a suivant les études que l'on veut mener, si on s'intéresse à tel type de déformation, on a besoin de corriger de toutes les autres, et donc il est important de connaître toute la variété des déformations subies par la surface de la Terre. Donc ça, c'était un exemple de déformation liée au poids de l'air. Maintenant, un autre exemple lié au poids de l'eau. Ici, c'est un exemple en Amazonie. L'Amazone subit des variations saisonnières de très grande amplitude, le fleuve Amazone. La hauteur d'eau du fleuve peut varier de plus de 10 mètres de façon saisonnière, de façon annuelle. Et donc on a ici représenté par la courbe bleue la variation du niveau d'eau du fleuve. Alors je suis désolée, mais la figure est bizarre parce que lorsque le fleuve a son niveau maximum, eh bien, ça correspond à un minimum de la courbe bleue. Donc là, ici, on a la hauteur d'eau exprimée en centimètres. Donc quand ici le fleuve est à son maximum, ici le fleuve est à son minimum, et il y a une variation de la hauteur d'à peu près 13 mètres. Eh bien, ces variations de hauteur d'eau induisent des variations des déformations de la croûte terrestre qui sont mesurées par exemple par GPS. Ici, on a un récepteur GPS qui est situé ici. Là, c'est en période de haute eau, il est dans l'eau, et là, c'est en période de basse eau, il est hors de l'eau. Eh bien, ces variations du niveau d'eau du fleuve induisent des variations de la croûte terrestre de plusieurs centimètres, à peu près 4 cm, pic à pic. Là, c'est pour vous donner une vision synoptique de ces déformations liées à l'hydrologie continentale, aux variations des stocks d'eau sur les continents. Alors là, c'est donc exprimé. Alors là, c'est basé sur un modèle hydrologique. C'est pas basé sur des mesures, mais ce modèle, il a été validé par des mesures dans différents endroits. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que c'est une déformation positive. Quand c'est bleu, c'est donc vers le haut. Quand c'est bleu, c'est négatif, c'est vers le bas. Et là, c'est un exemple lié aux eaux de surface, c'est-à-dire les variations de la charge de l'eau dans les lacs, dans les fleuves, comme ça a été illustré sur la diapositive précédente. Donc on voit que c'est l'Amazonie là, qui est la plus affectée. Ça, maintenant, ici, c'est la variation du stock d'eau, enfin la déformation de la Terre liée aux variations du stock d'eau dans les premiers mètres du sol, ce qu'on appelle l'humidité des sols. Ça, j'en parlerai dans un cours sur les eaux continentales. Eh bien, on voit que ça induit des variations encore plus grandes que les eaux de surface. Ici, on a une variation liée au manteau neigeux. À chaque fois qu'on pose un poids à la surface de la Terre, eh bien, ça fait varier, ça fait déformer la surface. Et là, c'est la somme de toutes ces composantes, et on voit que ces variations peuvent être ces déformations peuvent être localement extrêmement importantes. Alors là, je voudrais illustrer aussi un autre exemple en revenant sur les mesures marégraphiques. Localement, on peut avoir des déformations de la croûte terrestre liées à des phénomènes naturels, mais aussi aux activités humaines. En particulier, le pompage de l'eau dans les nappes, eh bien, ça va déformer la croûte terrestre. Le pompage va donner lieu à une subsidence, c'est même chose pour le pompage du gaz et du pétrole. Donc là, on a un exemple de conséquences ou d'effets sur des mesures marégraphiques de niveau de la mer relatifs, avec le marégraphe de Manille aux Philippines. Et on voit que, ici on a l'échelle de temps, 1900-2010, on voit qu'entre 1900 et 1960, ce niveau est resté relativement stable. Et puis il s'est mis à monter de manière extrêmement importante. Les ordres de grandeur sont donnés ici sous cette figure, c'est la même courbe. On voit que le niveau a monté d'à peu près 15 mm par an depuis 1960, et ça, on sait que c'est dû, c'est pas du tout une hausse du niveau des mers climatiques, c'est dû au pompage de l'eau dans les nappes souterraines, dans les aquifères, à cet endroit-là. Et on a plein d'exemples comme ça dans le monde. Là, juste pour vous donner un effet de subsidence de grandes mégalopoles à la surface de la Terre, lié au pompage des eaux souterraines, plusieurs mètres
par exemple, au cours des dernières décennies, par exemple, à Jakarta, 3 mètres à Shanghai, 5 mètres à Tokyo, etc. Bon, là, je vais passer. Ça aussi, je passe parce que je vois que il ne me reste plus que quelques minutes et puis j'ai encore quelques exemples à vous montrer. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un exemple de déformation périodique de la surface terrestre. C'est le cas des marées terrestres. Alors, bon, vous le savez, comme l'océan, la Terre solide se déforme de manière beaucoup moins compliquée que l'océan. Et la cause, bien sûr, c'est la même, c'est l'attraction gravitationnelle périodique de la Lune et du Soleil. Alors, la marée terrestre, on peut la modéliser si on connaît la force génératrice des marées, et ça, on la connaît bien. Et cette déformation de la Terre, que schématisée ici de manière extrêmement simple, eh bien, elle est proportionnelle, elle va dépendre des propriétés élastiques de la Terre, et elle va dépendre d'un nombre qui a été introduit par un géophysicien qui s'appelle Love en 1909, qui représente la réponse intégrée élastique de la Terre aux déformations de marée. Alors, ce nombre, c'est un nombre sans dimension, il est égal à 0,6. Et bon, je ne sais pas si j'ai trop le temps là, parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de temps. Ces déformations induisent une force additionnelle qui va déformer aussi les orbites des satellites, et on peut mesurer ces déformations de marée en connaissant les orbites des satellites. Mais avant de les mesurer à partir des déformations des orbites, eh bien, on connaissait la marée depuis très longtemps, la marée terrestre depuis très longtemps, grâce à son impact sur la gravité ou sur des pendulums horizontaux qui mesurent des distorsions de la surface. Alors, cette amplitude, là ici on a des calculs qui vous montrent l'effet de la déformation, ici en rouge, dû au mouvement de la Lune, en vert, au mouvement de la Lune, excusez-moi, à l'attraction de la Lune, la marée lunaire, en vert la marée solaire, en fonction de la latitude, et au maximum, eh bien, ces déformations peuvent faire 30 à 40, 50 cm. Alors, ces marées terrestres, outre le fait qu'elles déforment la surface terrestre de manière périodique, elles ont un autre effet extrêmement important et de très grande ampleur sur le couple Terre-Lune, sur le système Terre-Lune, puisqu'elles sont responsables du freinage de la rotation de la Terre et de l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre. Tu allais en parler de ça? Ah bon, alors je vais aller très très vite. Bon, je vais pas, donc je rentre pas dans le détail du mécanisme. Non, mais tu vas en parler de ça? Non? Alors, de manière très schématique, pourquoi? Ici, on a la Terre, la Lune, qui déforme la Terre, le globe solide. Donc, on a ce bourrelet qui va mettre une dizaine de minutes pour se former. Mais il est entraîné par la rotation de la Terre sur elle-même. Ça, c'est une coupe de la Terre vue du pôle. Le pôle est là, c'est vu par-dessus. Donc la rotation de la Terre entraîne le bourrelet dans cette direction. Mais comme la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même est plus rapide que le mouvement de la Lune sur son orbite autour de la Terre, eh bien, la Lune, lorsque le bourrelet, le maximum de déformation aura eu lieu, eh bien, le bourrelet et la Lune ne seront plus alignés avec la direction de la Terre. Enfin, le bourrelet ne sera pas dans l'axe Terre-Lune, de sorte que la Lune va exercer un couple sur le bourrelet qui va tendre à ramener le bourrelet dans cette direction Terre-Lune, donc à freiner la rotation de la Terre. Et ce phénomène-là, il existe parce qu'il y a de la dissipation à l'intérieur de la Terre, à la fois dans les océans et dans les couches solides de la Terre, et que le bourrelet met un certain temps pour se former. Donc ça a une autre conséquence. La première conséquence, c'est freinage de rotation de la Terre. Mais il y a une autre conséquence. Comme la Terre et la Lune peuvent être considérées comme un système isolé dans l'espace, le moment cinétique du système Terre-Lune est conservé.
Et en vertu de la troisième loi de Kepler, pour qu'il y ait conservation du moment cinétique, la Lune doit ralentir. Donc ça veut dire que, troisième loi de Kepler, le rayon Terre-Lune doit augmenter. Donc la Lune s'éloigne de la Terre. Alors là, c'est juste pour vous montrer, et il va falloir que je m'arrête bientôt, l'évolution de la durée du jour, donc la vitesse de rotation de la Terre, au cours des temps géologiques. Aujourd'hui, vous savez bien, la durée du jour est égale à 24 heures, mais il y a 350 millions d'années, la durée du jour était de 22 heures. Plus on remonte dans le passé, plus la Terre tournait vite sur elle-même. Et l'autre conséquence, c'est l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre. Et pourquoi je vous en parle? Parce que grâce aux techniques de la géodésie étendues au satellite qu'est la Lune, on mesure cette distance Terre-Lune aujourd'hui de manière très précise depuis 40 ans maintenant, puisque au moment des missions Apollo, un certain nombre de réflecteurs ont été déposés sur la Lune. Ici, on a une vraie photo là, qui montre un réflecteur laser déposé par les astronautes des missions Apollo. Et depuis le début des années 70, on mesure régulièrement, on tire au laser sur la Lune à partir de stations qui ont été développées spécifiquement pour cet objectif. Et en analysant les mesures de télémétrie sur la Lune, des télémétries laser sur la Lune au fil du temps, on en a déduit que la Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an. Bon, alors je suis très en retard aujourd'hui. Je pensais en avoir pour moins d'une heure, mais alors pour finir, je voulais vous montrer une autre déformation de la Terre. C'est les mouvements du centre de masse de la Terre. Bon, vous voyez, sur la Terre, tout bouge, que ce soit vers le haut, vers le bas, à l'intérieur, à la surface, tout bouge. Le centre de masse de la Terre bouge parce qu'il y a sans arrêt des redistributions de masse par rapport à la Terre. Et ça, on le mesure aujourd'hui de manière... les mouvements sont très petits, comme on va le voir, et on le mesure grâce toujours à ces mesures géodésiques entre des stations sur la Terre et le satellite. Alors, là, c'est juste une petite animation qui vous montre, dans un repère lié à la Terre solide, si on place une anomalie de masse ici qui est représentée par un cycliste qui va tourner, il peut ne pas tourner d'ailleurs, mais il faut qu'il se déplace à la surface de la Terre, ça va faire bouger le centre des masses de la Terre par rapport, alors je dirais par rapport à quoi tout à l'heure. Donc là, c'est dans un repère lié à la Terre, et là, c'est vu du satellite. Voilà. Alors ce mouvement, on le mesure aujourd'hui de manière très précise, grâce donc à ces mesures de poursuite entre le satellite et la Terre. Le satellite, alors pourquoi? De manière très simplifiée, le mouvement du satellite est décrit dans un repère inertiel qui ne tourne pas avec la Terre et qui est centré au centre des masses de la Terre. Bon, en revanche, on a des stations qui sont situées sur la Terre et qui tournent avec la Terre. Donc, par les équations de la mécanique céleste et en utilisant ces mesures de poursuite, on va relier le repère lié au satellite à un repère lié à la Terre et donc avoir ainsi accès aux positions et vitesses comme on l'a dit, mais aussi à la rotation de la Terre, ça j'en ai pas parlé, aux paramètres de rotation de la Terre, mais Véronique va en parler. Et enfin, on va avoir accès à la position du centre de masse par rapport à une position fixe qu'on appelle un centre de figure, qui peut être schématisé par la position moyenne des surfaces des stations à la surface de la Terre. Donc en reliant le mouvement du satellite à un repère lié à la Terre, tournant avec la Terre, on a aussi accès au mouvement du centre de masse. Donc on voit ici les trois composantes du mouvement saisonnier. Bon, l'échelle ici est en millimètres, ces mouvements ne sont pas très grands, ils sont de l'ordre de quelques millimètres par an, à l'échelle de temps saisonnière. Et là, on a un autre exemple qui vous montre les mouvements à l'échelle de temps interannuel. Le mouvement saisonnier ici a été retiré.
L'échelle ici, ce cube-là a un côté qui est égal à 3 cm. Donc on voit qu'aux échelles de temps interannuelles, ici c'est entre 1993 et 1997, il y a des mouvements complexes qui sont liés à toutes les redistributions de masse qui existent à la surface de la Terre et dans la Terre, mais qui restent confinés dans un volume extrêmement petit, un petit cube de dimension 3 cm. Voilà, et tout ça, pour décrire tous ces mouvements, les positions et les déformations, les mouvements, eh bien, on a besoin de définir un système, un repère de référence qu'on appelle le repère international des références terrestres. En anglais, on utilise souvent le sigle anglais qui veut dire ITRF, International Reference Frame, qui tourne avec la Terre, qui est fixe par rapport à la Terre, alors on va dire fixe par rapport au manteau. Son axe Z, c'est une position moyenne du pôle à une date donnée. Bon, typiquement, je crois que c'est ça, c'est 1900, c'est ça. L'axe X, c'est l'intersection du plan de l'équateur avec le méridien de Greenwich. C'est des conventions. Ce repère est défini de manière conventionnelle. Et comme je viens de le dire, il relie la Terre et ses déformations au mouvement du satellite, qui lui est calculé dans un repère inertiel centré au centre des masses de la Terre, via les mesures de poursuite. Bon, je crois qu'il est temps que je m'arrête, parce que je ne peux plus parler. Et toutes les positions et les vitesses dont j'ai parlé, ainsi que les paramètres de rotation de la Terre dont je n'ai pas parlé, les mouvements du centre de masse de la Terre, sont définis dans ce repère qui lui-même, en fait, est défini par les caractéristiques de ces stations et de la rotation de la Terre à une date donnée et avec une évolution qui dépend du temps. Voilà. Bon, ben, je vais passer. Et puis, je crois que ça, j'en parlerai la prochaine fois. Déjà, la dernière fois, je vous avais dit que les variations temporelles de la gravité, j'en parlerai aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là. Et ça, je commencerai par là la prochaine fois avant de vous parler d'océan, sur les variations temporelles du géoïde. Et en particulier, juste pour vous montrer les variations de l'aplatissement de la Terre qui sont dues au phénomène de rebond poisessière sur lequel je me suis beaucoup étendue aujourd'hui et qui est un phénomène majeur qui affecte la planète encore aujourd'hui, puisque c'est un phénomène qui a une durée de vie très très longue de plusieurs dizaines de milliers d'années. Voilà, je vous remercie, je m'arrête, je suis très en retard et je vais passer la parole à Véronique